Tout de suite, le JT. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Très ravi de vous retrouver ce dimanche 3 août. Bienvenue à tous. En N'Djamena, les camions bennes continuent à semer la terreur entre manœuvres imprudentes, absence de contrôle et mépris de règles de circulation. Ces cercueils roulants de la voirie se transforment en véritable menace pour les automobilistes et piétons. Ce phénomène soulève donc autant de questions sur la sécurité routière et la responsabilité des autorités. Suivez à ce sujet le reportage de Josephine Nabi. Le camion Ben est un véhicule utilitaire lourd qui circule fréquemment dans les zones urbaines en développement, souvent tôt le matin ou en fin de journée. Ces camions, censés être les alliés du développement urbain, deviennent très souvent des instruments de tragédie. Dans les rues de N'Djamena et bien au-delà, leur passage laisse souvent des vies brisées, des familles endeuillées et une colère qui peine à trouver écho. Les chiffres officiels sont rares, mais les témoignages abondent. Jeudi ou vendredi là, ça je vois, c'est pas normal. Quand le monsieur s'est arrêté, il a ramassé le monsieur après, quand le monsieur a cassé le pied, et quand il a dit qu'il a vu que le monsieur a cassé le pied là, il est revenu dessus pour écraser le monsieur là carrément. L'heure de conduite là, peut-être la nuit, peut-être c'est bon, mais le jour comme ça, vers les parfois 13h, 12h, 8h, 7h, 8h, les gens circulent trop quoi. Le sable, gravier ou autre qu'ils transportent, précisément le sable, souvent mal arrimé, s'ajoute au danger, car il s'échappe, glisse, transforme la chaussée en piège et parfois il circule en pleine allure. La sécurité routière, la gestion urbaine et la responsabilité des autorités restent un défi. Moi, c'est que j'aimerais un peu attirer peut-être l'attention des gouvernants concernant ces gros engins agro. Il faut qu'eux-mêmes, qu'ils se mettent. Parce que s'ils ne se mettent pas réellement dans cette régulation de la circulation, il y aura beaucoup peut-être de morts encore concernant ça. Certes, des accidents impliquant les camions bennes sont signalés, mais certains comportements inciviques et le non-respect des codes de la route sont également mis en lumière. Certains motocyclistes ou d'autres véhicules fauchés en plein virage ou en posture de déviation font également partie des causes de ces multiples accidents. Chacun est pressé et manque aussi de respect. Il faudrait que le Tchadien dans l'ensemble puisse comprendre le sens vraiment donc, n'est-ce pas, de la vie humaine. Sinon, je crois qu'on est en train de se décimer pour rien. Le Tchadien, c'est quelqu'un impatient, c'est quelqu'un intolérant et c'est aussi un provocateur. Et c'est ce qui fait que les accidents sont récurrents et sans que la prise de conscience personnelle ne soit, ces cas ne peuvent donc, n'est-ce pas, s'arrêter. Les camions bennes ne doivent pas être des engins de mort. Ils sont nécessaires, mais leur usage doit être encadré. Les autorités, les entreprises de transport, les conducteurs et les citoyens ont tous un rôle à jouer, car derrière chaque accident, il y a une histoire et une douleur. Tellement prisée à Doba dans le Logone oriental, la culture des tubercules, notamment de patates, est dans la polyvalence culinaire de cette communauté. Dans la campagne agricole, l'on peut constater l'attachement de la population à cette culture. Fierté Ouattara nous en dit un peu plus. Autrefois cultivée pour la consommation familiale est devenue une habitude alimentaire. Chaque année, on peut observer la culture de la patate dans des petits espaces tout autour des maisons ou encore dans les grands espaces ou champs. Entre pères de famille, commerçants, élèves et étudiants, les raisons de la culture sont bien diversifiées.
que ce soit n'importe soit dans l'école, dans les tenues. Faire de la patate, pour moi, a de nombreux avantages. Tout d'abord, les revenus de la vente serviront pour les inscriptions des enfants et les patates de nourriture. En ayant les patates à la maison, les enfants peuvent manger avant d'aller à l'école, de retour ou même emporter quelques-unes pour manger pendant la récréation. Le séché de la patate peut servir de farine pour la boule, donc c'est sur tous les axes. Pour trouver 100 francs à manger, acheter des patates à manger, c'est pas facile. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de labourer cette année pour voir est-ce que c'est mieux. Le jour, je serai un peu coincé et puis il y a la possibilité de pouvoir vendre, je peux enlever un peu pour vendre aussi. Je fais des patates c'est pour des enfants d'abord. C'est à la période. On a un problème de denrées aussi à partir de septembre, octobre là. Je dois toujours carence de denrées alimentaires, donc je fais ça pour nourrir ma famille. Cependant, afin d'accroître une bonne productivité, certains producteurs optent pour l'utilisation des engrais chimiques, ce qui dénature non seulement le goût sucré, mais ne favorise pas la conservation, nous dit l'agronome du Malais, Carmera. On voit un peu partout dans la ville ici, les gens ils cultivent beaucoup de patates. Les engrais qu'il faut apporter, les gens ont une préférence pour les engrais chimiques. C'est pourquoi on voit un peu partout dans la ville, les gens cultivent les patates et puis après ils apportent les NPK qu'ils mettent un peu partout sur les buts là pour améliorer le rendement des patates. Malheureusement, en faisant cela, quand on consomme les patates au niveau de la ville de Doba, on constate que les patates ont perdu leur goût sucré. Si les producteurs désirent avoir une bonne rentabilité financière, insiste l'agronome, ils doivent utiliser des engrais organiques, ce qui favoriserait la conservation sur une longue période et permettra de vendre au bon moment pour générer des bons profits. Produire en grande quantité, oui, mais conserver plus longtemps pour avoir un bon profit est aussi mieux. C'est pourquoi les producteurs sont appelés à faire une culture intelligente. En société toujours, l'assainissement de la capitale demeure un enjeu crucial tant pour la santé publique que pour le développement urbain. Face aux défis multiples et complexes, N'Djamena. Kilogrammes de tonnes de déchets par jour, je peux le dire, que ce soit déchets liquides, déchets solides. En tant qu'expert, je m'exprime sur ce point. L'idée d'avoir comme quoi la salubrité est une affaire que de la mairie fait que les choses n'avancent pas. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on change de mentalité. L'absence de bac à ordures dans certains quartiers crée non seulement un cadre de vie dégradé, mais accentue aussi les tensions entre la population et les autorités locales. Ces populations qui déposent les ordures n'ont pas d'autre alternative. C'est par manque des moyens, des dispositions et des bacs à ordures que ces populations déposent les ordures. Donc, il faut que l'État ou bien les autorités locales mettent à disposition les bacs à ordures pour pouvoir que ces populations déposent à ces ordures. En réponse à cette situation préoccupante, des solutions concrètes alliant engagement citoyen et innovation pertinente pourraient être mises en œuvre afin de faire de N'Djamena une ville propre tant rêvée. Installer une brigade de contrôle de ces déchets-là, parce que les gens déposent les déchets la nuit tard et les gens dorment, ils viennent, ils déposent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer une brigade. Comme la police nationale qui circule la nuit, pourquoi pas une brigade chargée de déchets solides et liquides à N'Djamena? Comme ça va veiller. Toi qui déposes, on te prend, on te pénalise, on te fout même en prison. Pourquoi pas? Même à ceux qui défèquent à l'air libre, pourquoi pas les poursuivre? Voilà, il faut des textes, il faut les poursuivre pour que la capitale change. C'est une maladie, c'est ça qui provoque aujourd'hui le moustique, le palu, le choléra dans la capitale N'Djamena. Si ces initiatives témoignent d'une volonté de transformation, leur pérennité dépend de l'appropriation collective et du soutien institutionnel. En N'Djamena, l'assainissement n'est pas seulement une question d'infrastructure, c'est un enjeu de citoyenneté, de gouvernance et de santé publique.
La suite de l'actualité, mesdames et messieurs, à présent dans l'enceinte du commissariat numéro 1 de Gardo, les plus de 30 présumés malfrats ont été présentés à la presse hier. C'était sous la direction du contrôleur général Mohamed Idriss. Ces criminels ont été arrêtés pour divers délits allant du vol à main armée au trafic de produits dangereux. Ils faisaient donc partie de plusieurs réseaux de criminels qui opèrent dans la ville de N'Djamena. Fulbert Oumanang nous en dit un peu plus. Ils sont au total 31 personnes soupçonnées d'actes criminels variés qui ont été appréhendées par les forces de sécurité intérieure. Parmi les pièces à conviction exposées, 14 motos volées, une vingtaine de cartons, des médicaments contrefaits, des sacs remplis de boissons frelatées, un véhicule servant à repérer les clients des banques, ainsi qu'un homme se faisant passer pour un militaire. Les modes opératoires découverts relèvent une criminalité de plus en plus inventive. Le premier réseau, composé des braqueurs nocturnes, ciblait des boutiques en pleine nuit. Grâce à un travail d'investigation fondé sur les renseignements et la filature, les suspects ont été interpellés. Le deuxième mode opératoire, aussi cynique qu'efficace, consistait à enrôler des mendiants pour voler téléphones et effets personnels dans les lieux publics avant de les écouler sur le marché parallèle. Un autre groupe usait d'une technique particulièrement rusée à bord des taxis-motos clandestins. Un complice appelait un autre clandomène pour lui tendre un piège au cours de leur trajectoire. Une fois maîtrisé, ce dernier se faisait déposséder de son engin. 14 motos ainsi volées ont pu être récupérées. Le cas d'un faux militaire interpellé dans cette opération retient également l'attention. Arborant un uniforme, l'escroc abusait de la confiance des citoyens pour soutirer des avantages. Enfin, un dernier groupe dont une femme fait trafic des alcools frelatés et médicaments a également été mis aux arrêts. C'est le contrôleur général de la police, Mohamed Idriss, qui a présenté ces malfaiteurs. Pour lui, ces individus seront traduits devant les juridictions compétentes pour être jugés conformément à la loi de la République. Aujourd'hui, la police a mis la main sur 31 des voleurs, trafiquants de drogue, usurpation des titres, et un groupe de bandits qui regroupe les mendiants et les enfants de rue pour voler dans la maison et dans les boutiques des gens. Le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, en présentation des délinquants des malfrats, il a dit qu'on a pu mettre la main sur 80% des délinquants des voleurs qu'ils mettent à petite des populations. Ça reste 20%. Ça, c'est la suite des 20%. Et on va arriver jusqu'à pour que les populations évacuent leur quotidien normalement sans crainte, sans peur et sans violence. La police a fait l'effort pour mettre la main sur ces délinquants et ces voyous soient mis à la disposition de la justice pour qu'ils doivent être là où ils doivent être. À travers cette opération, les forces de sécurité intérieure sont engagées dans leur rôle régalien qui consiste à protéger la population et leurs biens. Grâce à la collaboration citoyenne, nous progressons. Restons vigilants et unis, a martelé le contrôleur général Mohamed Idriss. Toujours en politique, la décentralisation doit désormais se construire à la base avec les collectivités pour le bien-être de la population. Lors du séminaire sur la décentralisation, le chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, a interpellé les médias et la société civile à jouer donc leur rôle afin que chaque Tchadien puisse appréhender l'importance de la décentralisation. Alphonsine Madilem revient sur les grands traits de ce séminaire. En dépit de tout, il est à relever que la décentralisation vise à rapprocher l'État du citoyen, à renforcer les libertés locales, à donner corps à l'équité territoriale, à jouer un rôle d'accélérateur du processus socio-économique et à rendre les collectivités autonomes pleinement responsables de la gestion des affaires locales. Une gouvernance locale enracinée dans la réalité des populations, adaptée à leur diversité, dans le respect de l'unité nationale, de la cohésion sociale, des exigences de performance et de transparence selon les autorités tchadiennes. Les élus locaux ayant pris part à ces assises se réjouissent des informations acquises et promettent une nette appropriation et une mise en œuvre complète si les résolutions venaient à être effectives. Pour nous, les communes, c'est une satisfaction parce qu'il y a des points où ça a été omis, mais le président a soulevé. Donc je crois que la mise en œuvre et l'accompagnement sera aussi chose faite. Nous avons débattu sur des dossiers clés et ces dossiers, nous avons eu quand même des experts juridiques et administratifs. Ils nous ont
départager, surtout nous les délégués généraux et surtout les présidents des conseils provinciaux. Les documents c'est autre chose et la réalité sur le terrain c'est un autre. La sénatrice Lizzie Beassimda plaide de son côté pour un véritable transfert des compétences ainsi que des ressources nécessaires pour ces collectivités. Pour une première étape, il va être transféré un certain nombre de compétences et nous souhaitons qu'il y ait par exemple les services sociaux de base et tout le secteur du développement économique, notamment le développement agro-silvopastoral par exemple, qui soit transféré aux collectivités. La deuxième dimension est financière parce qu'il faut des ressources. Pour chaque compétence, la ressource concernée doit être transférée. Cet engagement témoigne de la volonté du chef de l'État à rendre visibles les actions présidentielles et gouvernementales au plus bas niveau. Il implique des élus locaux formés, responsables et redevables devant leurs concitoyens. Nous aurons collectivement reçu ces paris, les jours où nous récolterons les fruits de la décentralisation en matière de développement inclusif et harmonieux. Afin de rendre la décentralisation pleinement effective et crédible, le gouvernement doit s'employer sans relâche à réunir toutes les conditions juridiques, institutionnelles, financières et humaines nécessaires à la réussite de ces vastes chantiers nationaux. Cette forme de gouvernance fortement décentralisée permettra à chaque collectivité autonome de disposer des moyens, des compétences et de la liberté d'agir pour construire son propre avenir. Le cabinet Supernova a organisé une cérémonie de remise des attestations de fin de formation et de perfectionnement de ses stagiaires. C'est la directrice de la dite institution qui a officiellement remis ces attestations en présence des partenaires et des parents venus donc pour la circonstance. C'était hier au CEFOD. Mbainadi Nicolas nous en parle. C'est dans le but de remédier les difficultés constatées sur le terrain pendant les différentes missions d'audit et les mises en place du système comptable depuis 2004 que le cabinet Supernova a organisé ce programme de formation et de perfectionnement de 19 stagiaires au sein du cabinet. L'assistant comptable formateur, auditeur, contrôleur de gestion du service cabinet présente le cabinet d'expertise comptable la Supernova. PE au Tchad est créé le 3 décembre 1997 le cabinet d'expertise comptable la Supernova, pour assister et suivre les options économiques et la tenue de leur comptabilité. S'imposer comme un acteur de référence dans le domaine de l'expertise comptable, du conseil et l'audit, et l'acteur de référence dans le domaine des comptables et conseils. Quitter son entité entreprise unipersonnelle pour devenir une société à responsabilité limitée, SARL, le 3 octobre 2004. Ce stage de formation et de perfectionnement qui a duré plus de 3 mois a permis aux apprenants de s'inspirer sur les travaux pratiques et 5 modules de formation sur l'organisation comptable dans une entreprise ou un projet. Le rapprochement bancaire, la déclaration fiscale, ce système déclaratif tchadien et le logiciel de comptabilité. Sage Sahari, la promotrice du cabinet Supernova, explique le bien fondé de cette formation de stage et de perfectionnement. Ce cabinet a eu à participer à beaucoup de missions et c'était en 2004, nous avions eu à constater sur le terrain qu'il y a beaucoup de lacunes au niveau de la tenue de la comptabilité, au niveau de l'élaboration des états financiers, au niveau de la déclaration fiscale et autre part certains comptables. D'où nous nous sommes dit, comme il n'y a pas une école d'expérience, nous devons mettre sur place, en plus de notre mission, qui est celle de vérifier, certifier les comptes, faire l'audit légal et l'audit contractuel. Et aussi, nous avons l'obligation d'accompagner les jeunes. Parvenus au terme de cette formation de stage de perfectionnement, les récipiendaires ont formulé des recommandations à l'endroit du cabinet d'expertise comptable la Supernova en ce terme. Que cette formation ne reste pas ici à N'Djamena, mais que cela soit également au-delà des frontières de la ville.
Après la remise des attestations par la directrice du cabinet aux 19 récipiendaires, dont 7 femmes et 12 hommes, elle a lancé un appel aux institutions de prendre en compte les recommandations et la politique du gouvernement axée sur l'émergence des jeunes, d'où le projet de création d'entreprises. Le cabinet d'expertise comptable, la Supernova, se positionne comme un partenaire stratégique de ce client avec un accompagnement fondé sur la rigueur, la proximité et la qualité de service. Lancés il y a plusieurs mois, les travaux du réaménagement de l'avenue Jacques Nadingar tardent à se concrétiser. Si les travaux laissent entrevoir une volonté de modernisation urbaine, leur exécution partielle soulève donc de problématiques de la poussière persistante face aux conséquences sanitaires. Koinito Jacques Jeannette nous fait le point. Lancé il y a plusieurs mois, le réaménagement de l'avenue Jacques Nadingar devait incarner une nouvelle ère d'infrastructure routière en N'Djamena. L'enthousiasme initial s'est toutefois stompé au fil des semaines, à mesure que les travaux s'éternisaient et que les désagréments quotidiens prennent le pas sur les bénéfices attendus. Les risques sont grands tant pour la population que pour l'environnement, car les arbres en bordure de route sont couverts de poussière. En l'absence de mesures d'atténuation d'arrosage régulier du chantier, la promesse d'une avenue moderne tourne pour l'instant à l'opprobre pour les riverains en particulier et les populations en général. C'était l'année passée que la route a commencé à se dégrader et ils sont venus pour la réparation. Maintenant, la réparation, ça ne nous a pas aidé. Ça nous a plutôt causé d'autres problèmes. Et c'est tous les jours qu'on avale la poussière et dans les chambres, là, il faut à tout moment nettoyer. Donc tout ce qu'on mange ici, là, c'est couvert seulement de la poussière. Et là, nous, on craint que d'un moment à l'autre, on aura le problème de santé. Les poumons vont être affectés même. Et on ne sait même pas où se présenter pour se plaindre tout ça. Ceux qui y vivent tout autour de ces rues se plaignent en disant qu'ils mangent littéralement de la poussière tous les jours et que c'est devenu insupportable pour certains. Bon, tous les jours ici, nous vivons de la poussière jusqu'au salon, partout, même dans les manger. Et ils ont raclé au lieu de venir peut-être arroser tous les jours et ils n'ont pas fait. Et il y aura beaucoup de conséquences. Ceux qui ont de l'asthme, ça va être vraiment un grand problème. Certains proposent quelques pistes de solutions pour remédier à cette situation qui met en mal la quiétude de la population. Parce que là, ça nous envoie de la poussière. Vous-même, vous regardez là, toute cette construction-là, c'est plein de poussière. Et ça se pose là partout, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on boit. Et finalement, on ne sait plus qu'est-ce que ça va nous apporter comme maladie. Là, je leur tire aussi chapeau, c'est vrai. Parce que ça va nous aider, mais le meilleur, ça serait qu'on coule carrément du goudron dessus, ce serait mieux que de laisser comme ça et on va vivre la poussière là toute l'année. Le cas de l'avenue Jacques Nadingar rappelle cruellement que le réaménagement des routes ne saurait se limiter à elle-même. Il s'agit d'un défi plus vaste, celui de bâtir des infrastructures quotidiennes qui tiennent compte des réalités climatiques, des exigences sanitaires et du bien-être des citoyens. Pour cela, les autorités doivent aller au-delà des défis d'annonce et intégrer des solutions durables, participatives et transparentes, car une ville se construit autant avec des bitumes qu'avec la confiance de ses habitants. En hebdo sport, pour finir, notre reporter Mbaye Sadok revient sur les moments forts qui ont rythmé la scène sportive. Entre performances retentissantes, chantiers structurels et distinctions inédites, cette semaine sportive s'est révélée dense et captivante. Point de départ de notre rétrospective, la finale explosive de la Ligue de basketball de N'Djamena. Jeudi 31 juillet sur le parquet du lycée Félix Eboué. Amtok City et les Lamantais ont livré une bataille d'anthologie. Devant un public survolté, les Lamantais stratégiquement affûtés ont pris le dessus en s'imposant 51-41, s'adjugeant avec brio le trophée de la saison. L'équipe nationale du Tchad, les Sao, traverse une zone de turbulence. Absence de sélectionneur, championnat en suspens, stade non homologué, alors que 4 rencontres
crucial des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 se profile entre septembre et octobre. L'environnement autour de la sélection nationale interpelle par son impréparation chronique. En marge de cette crise interne, le président de la Fédération tchadienne de football association, Tahirou Ouli Hassan, s'est rendu à Rabat sur invitation officielle de la FIFA. Il a pris part à l'inauguration du siège régional de la FIFA pour l'Afrique en présence de Gianni Infantino et assisté à la finale de la CAN féminine Maroc-Nigeria. Ce déplacement témoigne d'un engagement visible de la Fédération tchadienne de football association à tisser des alliances stratégiques pour le redressement du football tchadien. Sur le plan technique, la direction technique nationale de la Fédération tchadienne de football association a lancé depuis le 29 juillet l'élaboration des contenus pédagogiques pour les licences CAF, C, B et A. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la future signature de la convention CAF Coaching, une étape capitale pour la montée en compétences des encadreurs tchadiens. Les sports lui vient des bancs de l'école. Aux Jeux africains des sports scolaires à Alger, les représentants tchadiens en gymnastique ont raflé 7 médailles, dont 4 en or. Le comité olympique et sportif tchadien a salué cette course féminine qui réaffirme le potentiel sportif national en devenir. Depuis Dakar, au centre de développement de l'athlétisme africain, la jeune sprinteuse tchadienne Esther Mayadjim a réalisé un chrono promoteur de 56,87 secondes, lui assurant une place en finale de 400 mètres. Une performance à suivre de près. Dans le monde des transferts, Mamad Thiam est en passe de signer avec l'étoile sportive du Sahel, Tunisie. Ahmed Ngoyamsa, livre depuis son départ des Rosettes AF, est courtisé par Paul FC, Ligue 2 française, et Apollon Limassol. Les frères Tchano et Franck rejoignent Enan Classio 1992 en Italie, D4. Leur évolution pourrait les mener à un retour sous les couleurs nationales. Enfin, pour sortir de l'impasse technique, la Fédération tchadienne de football association a officiellement nommé le technicien Raoul Savoy au poste de sélectionneur national, un visage connu alors que se dessine un calendrier décisif. Au Nigeria, le président Bola Tinubu a récompensé chaque joueuse de la sélection nationale féminine d'une prime exceptionnelle de $1 million après leur sacre continental lors de la CAN féminine 2025 en battant les Aigles du Carthage par 3-2, ce qui confirme leur deuxième titre. Un signal fort pour le football féminin en Afrique. En préparation pour la CHAN 2025, la Guinée et la Centrafrique ont partagé les points. Match nul à Douala. Ce tournoi se tiendra du 2 au 30 août au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Une semaine où les défis structurels côtoient les victoires de terrain où le doute se mêle à l'espoir. De N'Djamena à Alger, de Dakar à Tunisie, le sport tchadien trace son chemin entre remise en question et promesse d'un avenir plus solide. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau tour d'horizon sur Sport Hebdo. Et c'est tout pour cette édition. Merci à la réalisation et à toute l'équipe. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité de nous suivre sur Electron Group Média. Au revoir et à demain.